Acte 10. Le voyage se poursuit. Saladin, au moment du souper, relata à sa mère les difficultés qu'il vécut aujourd'hui. Cette pauvre femme commença sérieusement à s'interroger sur la suite à donner à tous ces événements. Le principal, fort heureusement, avait été Clément. Il sourit même à l'évocation des supposés griefs retenus contre Saladin. Madame Jobard, la psychologue, avait réussi à assister à l'entretien. Elle était tombée sous le charme de ce garçon et minimisa le contenu des rapports d'incident. Amina ne put tout de même contenir son exaspération après avoir écouté son fils. « Saladin, mon enfant, il est évident que cette Madame Vincent a pris en grippe. Je ne peux plus le nier aujourd'hui. Malheureusement, le milieu scolaire est très particulier. Il est difficile d'obtenir gain de cause, même si les faits sont avérés. Tu dois procéder différemment dans ta manière de communiquer. Je ne peux pas me hasarder à aller à l'affrontement sans risquer de compromettre ton année scolaire. Aussi, je crois qu'il te faut admettre cette réalité et apprendre à te faire discret en espérant qu'elle change d'attitude envers toi. Je ne vois pas d'autre solution. » « Tu as peut-être raison, maman. Je ne suis pas habituée à ces problèmes. Même mes camarades se moquent systématiquement de moi. Mais je ne me vois pas changer ma façon d'être. Si je décidais de changer pour faire plaisir aux autres, cela signifierait qu'il me faudrait renier ce que je suis. C'est vous qui m'avez éduquée avec ces principes, être fière de son histoire et de sa culture. C'est vous qui m'avez appris à faire de ma double culture une richesse. Je n'ai rien inventé. » « Je me demande, » s'interrogea Amina, « si c'était une bonne idée. Je ne sais plus trop. Tu es notre fierté. Te voir souffrir de la sorte ne me plaît pas. Il faut se reposer. La nuit porte conseil. Pense à faire ta toilette et ta dernière prière. N'oublie pas d'invoquer celui qui ne dort jamais. Il a réponse à tout. »« Très bien, maman. J'y manquerai pas. » Saladin regagna sa chambre après s'être brossé les dents et avoir accompli la dernière des 5 prières quotidiennes du rite musulman. Assis sur le bord de son lit, il était très songeur. Il se demandait si ce qu'il avait vécu la nuit précédente était aussi réel qu'il le croyait. Alors que son cerveau s'encombrait de questions, à ne plus en finir, il introduisit spontanément sa main dans la poche droite de son pyjama. Il sentit un objet métallique qu'il tira, pensant que cela pouvait être une pièce de monnaie dont il saurait tirer profit. Ce n'était rien d'autre que la clé de la commode de sa mère, qu'il avait oublié de remettre à sa place. Il se prit la tête dans les mains et se demanda quand tout cela s'arrêterait. S'il avait certes pensé à remettre le coffret à bijoux à sa place, il avait omis de le faire pour la clé. Encore un défi à relever. Il fallait imaginer un nouveau prétexte pour s'introduire dans la chambre de sa mère sans être vu. En déambulant dans le couloir de la maison, il constata qu'Amina était déjà dans son lit. Elle tenait un livre dans les mains. Saladin demanda l'autorisation d'entrer dans la chambre. « Tu ne dors pas encore ?» s'inquiéta Amina. « J'ai un peu de mal à trouver le sommeil. »« Que lis-tu, maman ?»« Voyage en Orient. » Écrit par Gérard de Nerval. « C'est un livre volumineux. »« Oui, et par moments ennuyeux. Cela tombe bien que tu sois venu. N'aurais-tu pas vu la clé de ma commode ? Je ne la retrouve pas. Avec la bêtise que tu as faite hier soir, j'ai dû la perdre. »« Ah bon ?» répondit Saladin en simulant son étonnement. « Tu n'as peut-être pas bien cherché ? Attends, je vais voir si elle ne se trouve pas sous le lit ou sous la commode. » Il se mit à 4 pattes et scruta l'endroit situé sous le lit de sa mère. Il glissa rapidement sa main dans la poche de son pyjama et se leva brusquement tout en criant « Je l'ai trouvée ! La voici. Elle s'était cachée derrière le pied du sommier. Tu ne pouvais pas la voir. Que le ciel soit loué. J'ai perdu le double de cette clé. Cela me poussera à en faire une copie dès demain matin. Allez, file vite te coucher. » Saladin, soulagé de s'être tiré de cette énième difficulté, commençait à fatiguer. Il s'allongea et retira le pansement qui couvrait encore l'anneau. Il le retourna afin de contempler la pierre. Il hésita longuement avant de la frotter. Était-ce bien raisonnable de le faire ? Il avait peur, c'est un fait.
peur de s'engouffrer dans le passé, peur de s'y habituer et donc peur d'être coupé de la réalité. Il se remémora les paroles de Si Mohand à Mokren lors de ce rêve étrange. « Il faut transmettre et rétablir le lien qui s'est rompu entre le passé et le présent. C'est à toi qu'il incombe de raviver la flamme de tes ancêtres. » Tels étaient ses propos. « Je ne suis qu'un jeune adolescent, » se dit Saladin. « À qui devrais-je transmettre cette flamme dont j'ignore moi-même ce qu'elle représente ?» L'anneau se manifesta soudain. Saladin sut qu'il devait frotter la pierre sans plus tarder. Il se résigna à le faire. Comme la première fois, ses paupières s'alourdirent. Il dormit profondément. Une intense brèche lumineuse apparut dans la pénombre de la chambre. L'esprit de Saladin fut une nouvelle fois happé par un autre voyage. Il se retrouva sur le cheval qui avait été attaché à l'arbre par le mystérieux inconnu. Le soleil avait atteint son zénith. Secoué par les pas saccadés de sa monture, il manqua de tomber. Ibn Battuta s'écria « Te voilà enfin réveillé. J'ai bien cru que tu avais rejoint l'autre monde. »« De quel monde parlez-vous » interrogea Saladin qui eut un sentiment de déjà-vu. « De l'au-delà, bien entendu. J'ai cru que tu étais mort. En me retournant pour t'aider à monter ton cheval, tu étais allongé au sol, inanimé. J'ai bien essayé de te réveiller, mais sans succès. J'ai prié tout le trajet. J'ai cru que j'allais devoir t'enterrer. »« À ce point ?» rétorqua Saladin, qui essayait de comprendre le déroulement de ces étranges voyages. « L'essentiel est que tu sois revenu à la vie. Nous nous approchons de la ville de Tlemcen. »« Tlemcen » s'exclama Saladin. « Mais c'est en Algérie. »« Où cela ?» interrogea Ibn Battuta. « Tlemcen est la capitale du royaume des Yanides, ou, si tu veux, des Abd el-Oued. Ils ne sont pas en très bons termes avec les Mérinides, dont la capitale est Fès, et qui n'est pas très loin d'ici pour une armée. À ce propos, il est plus prudent pour nous de ne pas trop parler des Mérinides. Nous pourrions être pris pour des espions, même si nous sommes en terre d'islam. » À peine eut-il fini sa phrase qu'une flèche atterrit juste devant lui. Une avant-garde composée d'une dizaine de cavaliers vint à leur rencontre. « Halte là !» cria le chef de l'avant-garde. « Qui êtes-vous et d'où venez-vous » N'est-il pas de coutume entre musulmans de procéder au salut habituel que notre noble prophète, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, nous a enseigné ? Rétorqua Ibn Battuta. « Je te prie de bien vouloir m'excuser. J'ai manqué aux règles de bienséance. Nous faisons face à de nombreuses incursions ennemies ces derniers temps, et la présence de ce jeune garçon à tes côtés nous intrigue. »« Et pourquoi donc ?» L'une de nos sentinelles, qui vous suit depuis quelques heures, trouve qu'il ressemble fortement aux populations berbères des hautes montagnes. Ils ont souvent l'habitude de recourir à de jeunes garçons comme lui pour venir nous espionner. Il nous faut l'interroger avec ta permission. Saladin se mit à trembler. Ses soldats lourdement armés l'impressionnèrent. Ils faisaient corps avec leurs chevaux. On eût dit des géants prêts à fondre sur une fourmi. Il bégaya, ne sachant que dire. Ibn Battuta se demanda, l'ombre d'un instant, s'il n'avait pas été dupé par Saladin. Après tout, il était fort plausible qu'il soit un espion. Tout était étrange avec ce garçon. Le chef chercha à l'interroger. « Qui es-tu ? Et pourquoi voyages-tu seul avec cet homme ?»« Je... C'est mon palefrenier, » s'empressa de répondre Ibn Battuta. « Je suis un homme lettré, et je n'ai pas le temps de m'occuper de mes chevaux ou de mes affaires. »« Je le trouve bien propre pour un palefrenier, » répondit le soldat. « J'ai bien envie de vérifier sa connaissance des chevaux, » ajouta-t-il en scrutant la réaction des deux voyageurs. « Descends de ton cheval et approche de ma monture, » lui intima le soldat. « Mais... »« Descends, te dis-je, » cria-t-il. Saladin ne tenait plus sur ses jambes. Il sentit son corps paralysé par la peur. Il s'avança péniblement vers le soldat lorsque, subitement, tous les soldats de l'avant-garde, y compris leur chef, descendirent précipitamment de leur monture pour poser un genou à terre et incliner leur tête. Saladin, étonné par ce comportement, pensa que cette révérence lui était destinée. Les soldats montèrent tout aussi subitement sur leurs chevaux, firent demi-tour et s'éloignèrent au galop. Saladin se tourna vers un Ibn Battuta médusé par cette scène. Ce que ce dernier n'avait pas vu, c'est la présence de ce cavalier à seulement quelques dizaines de mètres d'eux. Il fixa longuement Ibn Battuta,
lui fit un étrange signe de l'épée et s'en retourna. « Qui est-ce » demanda Saladin. « Ce même personnage inconnu qui m'a intimé l'ordre de m'occuper de toi. »« Que signifie ce signe de l'épée ?»« Qu'il me tuera s'il t'arrive quoi que ce soit. » répondit Ibn Battuta en ravalant sa salive. « Je ne suis pas très rassuré par ce monde, » s'inquiéta Saladin. « Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. » La vie a toujours été parsemée d'embûches et de situations difficiles. Les hommes s'entretuent depuis la nuit des temps. Ce n'est pas nouveau. Il faut vivre avec cette idée que la mort nous guette et nous épie. Elle nous suit pas à pas, attendant avec impatience l'ordre divin. Alors, une fois l'acte de mort signé, le temps s'efface. Il n'y a plus ni passé, ni futur, ni même présent. La mort frappe aussi vite que son ombre. Elle est pressée. Philosopha Ibn Battuta. Pourrions-nous poursuivre notre chemin ? Je suis sûr que nous ferons de bien meilleures rencontres, suggéra Saladin. Tu n'as pas tort, enchaîna Ibn Battuta. Nous avons encore perdu du temps. Je me demande si j'arriverai à accomplir le pèlerinage cette année. Nos deux voyageurs poursuivirent leur odyssée. À l'entrée de la ville de Tlemcen, ils croisèrent sur leur route 2 ambassadeurs envoyés par le roi de l'Ifriqiya, comprendre l'actuelle Tunisie, sous domination hafside. Ces ambassadeurs s'apprêtaient à rentrer chez eux. Ibn Battuta réfléchit à l'opportunité de se joindre à eux pour parcourir le trajet devant les mener au royaume des Hafsides. C'était justement l'itinéraire qu'il devait emprunter. L'un des notables de la ville de Tlemcen lui conseilla de voyager en leur compagnie. La situation sécuritaire à l'est était instable. Ibn Battuta informa Saladin de ses intentions. L'un de mes confrères Qadi, juge, m'a recommandé de faire une partie de notre voyage avec les 2 ambassadeurs que nous avons croisés en entrant dans la ville. Après mûre réflexion, je pense qu'il nous faut nous ranger à son avis et rejoindre au plus vite nos 2 futurs compagnons de voyage qui ont dû bien avancer. Nous devons y aller de suite alors, lui dit Saladin. Prudence est mère de sûreté. Tu devrais le savoir. Je ne sais toujours pas d'où tu viens, mais je constate que tu es très peu au fait de la nature du climat dans les contrées que nous allons traverser, sans parler des dangers qui nous guettent. Ces derniers peuvent être le fait de bêtes sauvages ou des hommes. D'ailleurs, je me demande parfois si, pour une certaine catégorie d'hommes, nous ne devrions pas les qualifier de fauves du genre humain. Bon, ceci étant dit, nous devons faire de nouvelles provisions et commencer à nous armer en conséquence. Nous n'avons quasiment plus rien. Allons voir ce que nous proposent les marchés de cette ville. « Chouette !» s'exclama Saladin. « J'ai toujours aimé les marchés. » Ibn Battuta et Saladin se rendirent dans le plus grand marché de la ville qui portait le nom de Kissaria. Ce marché s'étendait sur près de 5 hectares. Saladin fut surpris, au premier abord, par la forte présence de Vénitiens, de Génois, de Catalans, qui animait le cœur de ce quartier marchand. Il se tourna vers Ibn Battuta pour lui faire part de sa stupeur. « Que font tous ces étrangers ici ? Ils ont conquis la ville de Tlemcen ? » « Qu'ont-ils fait ?» interrogea surpris Ibn Battuta. « Est-il concevable qu'un musulman puisse vivre sous la domination des souverains chrétiens ? Non. Et ils sont les protégés du sultan Zianide. Ils s'acquittent chaque année d'un impôt qui leur garantit la protection du souverain. Ils sont très actifs en matière de commerce et facilitent les relations ainsi que les transactions avec les représentants de leurs pays respectifs. À ce point-là, on nous a toujours appris que les relations étaient difficiles et souvent conflictuelles. J'étais loin de m'imaginer que l'on pouvait voir une si bonne entente entre toutes ces communautés à cette époque. Décidément, il faut absolument que tu me parles plus de toi. Je ne te suis pas, et malheureusement le temps nous manque pour que tu m'expliques précisément ce que tu fais ici. Viens avec moi, je dois faire affûter mon sabre. Ils se rendirent chez un armurier local. Saladin était impressionné par la quantité d'armes présentes. Son œil fut attiré par une sorte de dague d'une 20aine de centimètres, qu'il se voyait bien porter sur lui. Cela n'avait pas échappé à Ibn Battuta. Il négocia le prix de la dague avec l'armurier sans que Saladin ne soupçonne quoi que ce soit. La transaction achevée, ils quittèrent l'échoppe et se rendirent non loin du caravansérail pour y faire le plein de victuailles. Il leur fallut 3 journées pour acquérir le nécessaire. Saladin s'était habitué à ces drôles de voyages dans le temps
et Ibn Battuta s'était résigné à attendre que son compagnon daigne se réveiller de son long et profond sommeil qui durait des heures entières. Ils se lancèrent à la poursuite des 2 ambassadeurs qu'ils devaient rejoindre pour poursuivre leur chemin avec eux. Après les avoir raillés, ils traversèrent la ville de Miliana en période de forte chaleur. Les 2 ambassadeurs tombèrent malades. Le sort semblait s'acharner sur Ibn Battuta, qui s'interrogea sérieusement sur sa capacité à accomplir le pèlerinage tant convoité cette année. « Vois-tu, mon enfant » lança-t-il à Saladin. « La maladie de nos 2 compères nous a retardés de 10 jours. Le temps joue contre nous. Nous n'avons même pas accompli le tiers de notre périple. Dieu a des desseins que nul ne peut percer. » « J'ai déjà entendu cette affirmation, » répondit Saladin. « Il faudrait peut-être emprunter des raccourcis pour arriver plus vite. » « En matière de voyage, il faut prendre les voies les plus sûres, même si elles sont les plus longues. » Au bout de 4 jours de voyage, l'un des 2 ambassadeurs rendit l'âme. Ils enterrèrent le corps, après avoir procédé à la prière mortuaire. Ibn Battuta et Saladin durent poursuivre seuls leur long périple. À la faveur d'une nuit éclairée par la pleine lune, nos 2 voyageurs dressèrent leur campement en songeant à leur prochaine destination. Ibn Battuta était très enthousiaste à l'idée de rejoindre cette ville dont il avait tant entendu parler. « Si Dieu le veut, nous serons bientôt à El Jazaïr, l'une des plus belles villes côtières du Maghreb central. »« Vous voulez dire Alger ?» pensa corriger Saladin. « Je ne me soucie plus de tes remarques. Je me suis soumis au décret divin. Tu dois être un envoyé céleste ou l'incarnation de quelque miracle de saint dont j'ai invoqué l'assistance. »« Vous invoquez l'assistance de mort ? » « Disons que leurs bienfaits et leurs bénédictions nous sont toujours accessibles, même s'ils sont morts, » répondit Ibn Battuta. « Mon père m'a toujours appris à ne jamais vénérer les morts. Leur mémoire, oui, par contre. Mais un mort est un mort. Je ne vois pas en quoi il pourrait m'être utile une fois sous terre. »« Tu es très au fait de nos traditions islamiques, à ce que je vois. Je te trouve cependant un peu dur avec nos saints. Mais dis-moi plutôt d'où tu viens. » « C'est un peu long à expliquer, mais... Voyez-vous, cet anneau est magique. Il a le pouvoir de me faire remonter le temps. Il me suffit de frotter la pierre et je suis alors pris d'un sommeil irrésistible. Ensuite, je ne sais pas comment le voyage se passe pour que je me retrouve là où je suis. C'est un incroyable miracle que tu me décris là. Je serais curieux de voir comment cela fonctionne. Je ne suis pas sûre de pouvoir vous en faire la démonstration. Mais si je pense fort, par exemple, à Alger, à El Jazaïr, et que je veuille par exemple rejoindre l'époque des janissaires, il me suffit de frotter la pierre comme cela. » Saladin frotta la pierre en pensant qu'elle ne réagirait pas. Et Saladin s'assoupit. Une ouverture lumineuse apparut et il fut de nouveau aspiré vers un autre voyage, une autre destination. Saladin l'ignorait, bien entendu. Mais il venait de découvrir qu'à l'intérieur d'une époque, il pouvait en rejoindre d'autres. Ibn Battuta, terrifié par ce miracle, se prosterna longuement afin de solliciter de la bienveillance divine. Il crut que Saladin était un djinn, sorte de créature invisible très présente dans la culture musulmane. Quant à Saladin, le voici propulsé au XVIe siècle dans la ville d'Alger, El Jazaïr à cette époque. Il se retrouva sur la grève d'une plage située non loin de la grande mosquée El Mesjid el-Kébir, construite par les Almoravides en 1097. Les Zianides y ajoutèrent un minaret en 1324. Comme pour son premier voyage, il était de nouveau en caleçon. Cependant, la situation était critique. Il se trouva sous le feu de boulets de canon qui arrivaient de derrière et qui tombaient non loin de lui. Nous sommes en 1529. Les hommes du nouvel homme fort d'Alger, Khayr ed-Din Barberousse, tentaient d'assaillir une forteresse espagnole construite sur un îlot et surnommée El Peñón. Tout se précipita. Saladin n'avait pas le temps de réaliser ce qui lui arrivait, que le voici soulevé de chaque côté par 2 hommes trapus. La puissance de leurs mains n'avait rien à envier aux mâchoires mécaniques des temps modernes. Ils le traînèrent rapidement hors de portée des boulets. Ils gravirent une pente assez raide
qui leur permit d'arriver à leur caserne fortifiée. Saladin était transi de froid. Un homme se présenta à lui avec le nécessaire pour le sécher et l'habiller. Il revêtit un pantalon bouffant qui lui arrivait à mi-mollet, une chemise de type corsaire, ainsi qu'un veston joliment brodé. Les chaussures étaient faites d'un cuir rigide, cousu sur une semelle peu confortable. L'homme qui l'accompagnait n'avait pas prononcé le moindre mot. Il était impassible, tel un roc. Il fit signe à Saladin de le suivre et l'introduisit auprès d'un personnage qui était en pleine ébullition et qui donnait ses ordres sans discontinuer. Il était inquiet et ne cessait de surveiller les opérations en cours à l'aide d'une longue vue. « Continuez de faire feu! Ne vous arrêtez pas! Des brèches se sont ouvertes dans les remparts. Préparez l'assaut au plus vite. Maître, des nouvelles nous sont parvenues des eaux de Moustaganem. Votre stratagème a fonctionné à merveille, lui rapporta un janissaire. La flotte espagnole qui venait au secours de la forteresse a été harcelée par nos galiotes, contraignant l'ennemi à rebrousser chemin. Que Dieu soit loué, la victoire est proche. Cette forteresse ne pourra pas être ravitaillée par la mer. Ordonnez aux achères et aux escopetiers de se préparer à être transportés vers la forteresse. Qu'ils prennent avec eux les échelles. Plus aucun Espagnol ne doit rester sur cette portion de terre qui nous appartient, cria-t-il vaillamment. Ah, te voici enfin, lança-t-il à Saladin. Quelle idée d'avoir choisi ce moment pour venir ici. Comment cela? Vous m'attendiez? Interrogea Saladin. Un émissaire spécial de la Sublime Porte est venu d'Istanbul pour nous annoncer ton arrivée. Il était armé comme jamais. Je n'ai jamais vu un soldat armé. Il doit assurément appartenir à la garde rapprochée du sultan. J'ai rarement rencontré dans mon existence un homme aussi digne et imposant. Il ne nous a guère laissé le choix d'accepter ou de refuser de te prendre en charge. Il t'a préparé les vêtements que tu portes, ainsi que de belles pièces d'or pour subvenir à tes besoins. À part le jour de ta venue, je ne sais rien d'autre sur toi. Je m'appelle Saladin et moi-même je ne comprends pas très bien ce qui se passe. J'ai bien failli mourir avec ces boulets de canon qui tombaient de toutes parts. Cela fait 15 jours que nous prenons d'assaut cette forteresse que tu vois au loin sur ces îlots. Les Espagnols, après avoir chassé tous les musulmans et les Juifs de leur contrée, ont voulu pousser leur avantage en nous imposant leurs lois sur toute la côte. Le bey nous a appelés à la rescousse, et il m'a fallu le convaincre de solliciter l'aide d'Istanbul, qui nous a envoyé des renforts. Ces soldats espagnols sont coriaces. Nous avons subi de nombreux dégâts. La grande mosquée a été touchée, ainsi que de nombreuses habitations, semant terreur et désordre dans la ville. Mais par la grâce de Dieu, les renforts turcs nous ont permis de reprendre le dessus. Ce n'est maintenant qu'une question d'heure, et la forteresse tombera entre nos mains. Les derniers instants de cette confrontation furent terribles. Les vaillants soldats de Khayr ad-Din prirent d'assaut le Peñón sous le feu des attaques adverses. Coupés de la terre et de toute aide par la mer, les Espagnols furent vaincus et leur chef fait prisonnier. Il s'agit du commandant Don Martín de Vargas. Ce militaire expérimenté refusa de capituler. Ils furent traînés et jetés aux pieds de Khayr ad-Din. « Tu as refusé ma main tendue la première fois. Je ne pouvais agir autrement que de te faire subir le feu de ma colère. Malgré tout, il me reste un peu d'humanité qui m'invite à te demander de te soumettre au Dieu des musulmans et à renier tes croyances. Si tu y consens, tu seras traité comme n'importe quel sujet musulman. Je te le garantis tant que je serai vivant. Je préfère mourir selon les préceptes de ma foi que de régner et de mourir déshonoré à jamais. Tu n'obtiendras jamais de moi ce que tu demandes, rétorqua fièrement Don Martín. Je vois que ta raison est, en plus de ton cœur aveuglé, ta fierté t'emportera. Tu l'auras voulu, jetez-le au cachot, ordonna-t-il à ses hommes. Saladin était surpris par tant d'intensité dans les échanges. Il n'était vraiment pas rassuré par ces époques qu'il découvrait. Ce sentiment permanent d'insécurité était pour lui nouveau. Il se permit de s'adresser à Khayr ad-Din, qui ne décolérait pas. « Pourquoi ne pas l'avoir pris par les sentiments pour sa conversion? J'ai lu que le prophète traitait avec respect ses prisonniers, » lui dit Saladin. « D'où viens-tu pour tenir de tels propos? Les temps ont bien changé. Ces infidèles ont commis les pires exactions à l'égard de nos frères et sœurs, ne faisant aucune distinction entre enfants, femmes et vieillards. Il n'a eu que le traitement qu'il méritait. Maintenant que nous les avons vaincus, il me faut raser à jamais cette forteresse. »« Soldats !» cria Khayr ad-Din. « Oui, maître, ordonnez à nos hommes de raser cette forteresse. Il ne doit plus rester une seule pierre en place. À vos ordres, maître. Mais que devrons-nous faire des matériaux ainsi récupérés? » Très bonne question. Qu'ils servent à relier cet îlot à la terre. De cette façon, nous serons moins vulnérables aux attaques provenant de la mer.
Ce n'est pas la première fois que le Peñón était attaqué. Cette forteresse fut construite en 1510 par un ingénieur militaire du nom de Pedro Navarro, qui offrit ses services à différents souverains de son époque. Il était une sorte de mercenaire qui écumait la Méditerranée. Le frère de Khayr ed-Din Barberousse, Arouj, tenta bien de prendre le Peñón en 1516, mais sans succès. Khayr ed-Din ne boudait pas son plaisir d'avoir réussi là où son frère avait échoué. En ordonnant la réalisation de ce terre-plein, devant relier l'îlot à la terre ferme, il se dispensait d'avoir à haler les navires, c'est-à-dire les tirer, à force de bras. Khayr ed-Din, fier de sa victoire écrasante, invita Saladin à parcourir avec lui les dédales de la ville. « Viens avec moi, je vais aller honorer le tombeau de Sidi Abderrahmane. »« Vous voulez parler de Abderrahmane al-Tha'alibi, le célèbre savant ?»« Tu connais son histoire ? Étonnant pour un enfant de ton âge. Les habitants d'ici le vénèrent et croient en ses supposés miracles. Pour ma part, un mort est un mort. Aussi illustre soit-il. Je vais honorer sa tombe par respect pour les traditions locales. Mon autorité n'en sera que plus grande auprès des habitants d'ici. Mais que sais-tu à son propos ? Avant d'être un sidi ou un saint, comme veulent bien le dire les croyances populaires, il fut un exégète de renom, spécialiste de l'interprétation du Coran. Mon père m'apprit que peu de gens savaient qu'il avait dirigé une exégèse qui s'intitule « Les joyaux éclatants de l'exégèse du Coran » et qu'il était versé dans les sciences religieuses. Il est issu d'une famille très respectée. Sa mort doit remonter à l'année 1471, je crois. Ce n'est pas très éloigné de votre époque. Tes propos sont déconcertants. Tu parles de mon époque ? Que peut bien signifier cela ? On n'a pas encore réussi à ressusciter les morts que je sache, pour que tu parles comme si tu avais vécu avant. Bon, nous approchons de la Casbah. La Casbah d'Alger était un dédale incessant de ruelles. Cet enchevêtrement de maisons, collées les unes aux autres, permettait de rejoindre les hauteurs de la ville en un temps record, sans subir les agressions du soleil. Il y faisait frais. Le mausolée de Abderrahmane al-Tha'alibi se trouvait entre la haute et la basse Casbah. Saladin était émoussé par ses déplacements fatigants. Il n'avait qu'une seule envie, dormir. Son accompagnateur devina les intentions de cette invitée surprise. Il l'emmena manger et boire dans l'une des nombreuses casernes de janissaires que comptait la Casbah. Cette dernière était un véritable labyrinthe. Malheur à celui qui aurait la mauvaise idée de s'y gouffrer sans être accompagné d'un connaisseur des lieux. Le repas terminé, on proposa à Saladin de se reposer dans un petit endroit où il pourrait dormir tranquillement, loin de l'agitation des militaires. Le crépuscule n'allait pas tarder à tomber. Il dormit profondément. Mais au milieu de la nuit, un bruit de déflagration le tira subitement de son doux sommeil. Les gardes de nuit donnèrent l'alerte. Un bombardement avait eu lieu en ce moment même. Saladin, pris de panique, ne savait plus où donner de la tête. Il se recroquevilla dans un coin de la pièce et se mit à pleurer. L'anneau émettait une lumière. Saladin ignorait que l'aube approchait. Il avait perdu la notion du temps. Il fit le vœu de retourner à son époque. Il en avait assez de cette peur insupportable. Il frotta la pierre de l'anneau et rejoignit son lit douillet.